change les micros, que se rapproche de la scène Mariana. Je ne sais pas si je t'ai vu quelque part, Mariana. Oui, voilà, merci beaucoup d'être là. Anthony Courtois aussi, je t'ai vu ce matin, donc je sais que tu es là. Romuald Vigier et Isabelle Pascal. Allez, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Merci. Mariana, si tu veux bien. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, vous allez probablement être un peu surpris par ce que vous allez découvrir maintenant. On est très heureux de cette séquence. La nature est géniale, évidemment, à tous les étages, j'ai envie de dire. Mais alors, en termes de matériaux, en termes de structuration des matériaux, c'est assez exceptionnel. Et parfois, on peut faire des matériaux avec des trucs que nous, on n'appelle pas matériaux, hein, Mariana. Donc, très heureux de vous proposer cette table ronde. On va démarrer avec toi, Mariana, pour parler de champignons, plutôt de mycélium. Alors, le mycélium, c'est magique. D'abord parce que sans le mycélium, on ne serait pas là en train de se parler. C'est cette espèce de truc un peu partout, omniprésent, qui crée des connexions. La vie, c'est de la diversité et de la connexion. Et le mycélium, c'est le champion de ça. Il crée de la connexion entre plein de trucs différents. Et donc, sans le mycélium, sans l'étage de la mycorhize, sans les champignons mycorhiziens, chers notamment à Mycophyto, qui est quelque part dans les stands aussi, eh bien, les échanges ne se passeraient pas. Donc, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec des champignons. Merci de nous expliquer ça, et notamment en matière de matériaux surprenants. Merci, Mariana. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous pour être là. Je suis vraiment ravie de voir autant de monde qui veulent et qui s'intéressent au biomimétisme. Ça, c'était, ça fait 15 ans au moins que je cherche que ça parle biomimétisme, économie circulaire, que ça intéresse le monde. Et aujourd'hui, ça donne chaud au cœur de voir que vous avez fait cette super espace pour que les gens entendent parler de biomimétisme. Merci beaucoup à tous. Donc, je me présente, je suis Mariana Dominguez Peñalba, porteuse du projet Fungus Sapiens. Et puis, comme Alain a présenté, je vais parler des champignons principalement. Pas que, il y a aussi d'autres micro-organismes intéressants comme les algues et les bactéries, mais je vais me focaliser principalement sur les matériaux issus de mycélium. Donc, déjà, je ne suis pas ici en tant que spécialiste de rien, je suis plutôt ici en tant qu'une enthousiaste, amoureuse de la nature, passionnée des micro-organismes, et puis surtout quelqu'un concerné pour ce qu'on va laisser derrière nous aux générations futures, parce que je pense vraiment que ces micro-organismes peuvent être une solution aux grandes problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Fungus Sapiens, comment je suis arrivée à ce projet, et puis je vais passer à la partie où je me suis inspirée de la nature et les choses que j'ai pu développer dans ces 5 ans de recherche. Donc, Fungus Sapiens, c'est un écosystème en économie circulaire, sociale et solidaire. C'est une boucle virtueuse en zéro déchet où on va valoriser de la biomasse pour faire pousser des solutions, tout simplement des solutions socio-environnementales, que ce soit pour nourrir les gens, pour les habiller ou pour dépolluer les sols. Donc, c'est fou ce qu'on peut faire avec des champignons, c'est sûr. Donc, dans un premier temps, on va valoriser la biomasse issue des champignons agricoles. Donc, Tu as un retour devant toi. Pardon, excusez-moi. Donc, on va valoriser tout ce qu'est la biomasse pour faire des champignons alimentaires, médicinaux, mais pour proposer des protéines alternatives à la protéine animale, parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut qu'on descende notre consommation, donc on diminue notre consommation de viande. Donc, des protéines alternatives vont être très importantes aujourd'hui et dans l'avenir parce qu'on sera beaucoup et demain on sera encore plus et il faut nourrir beaucoup de monde. Donc dans le deuxième axe, on va faire plutôt des biomatériaux et des molécules d'intérêt. On peut faire toutes sortes de choses, des panneaux isolants, des systèmes de flottation. On va pouvoir faire des cuirs, des faux cuirs parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est des cuirs. On va pouvoir faire des panneaux, des particules de bois agglomérées grâce au mycélium. Et puis, il y a d'autres choses que je vous montrerai tout à l'heure. Des alter-cuirs, c'est comme ça qu'on dit? Oui, moi, je l'appelle alter-cuir parce qu'il n'y a pas encore une dénomination spécifique. Je vais aussi en venir à ça parce que
les mycéliums n'apparaissent pas dans les normes AFNOR, donc il n'y a pas encore une dénomination spécifique au-delà de mycélium, mais il n'y a pas que les mycéliums, les champignons. Alors ça, pardon Mariana, mais ça c'est un point important parce que souvent la bioinspiration est disruptive, elle est pluridisciplinaire, elle permet de découvrir des choses étonnantes, pas forcément très bien calibrées dans les normes actuelles, et donc souvent on vient se frotter à des normes et des nomenclatures qui ont du mal à ouvrir la porte pour accepter des approches innovantes. Tout à fait. C'est même si aujourd'hui, moi, je pourrais produire toutes les quantités que l'industrie, par exemple, de la mode, on aurait besoin pour faire des sacs en cuir. Je ne pourrais pas les vendre tout de suite parce qu'à l'AFNOR, il n'y a pas une classification spécifique pour ce type de matériaux. Pour les BTP également, aujourd'hui, on peut trouver des celluleuses, des choses issues des bambus, des différentes matières biosourcées, mais on ne trouverait pas ce qui est issu des bactéries, peut-être des algues, peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je trouvais, il n'y a vraiment rien. Donc, la troisième axe, c'est la dépollution des sols, la restauration, la régénération, faire de l'amendement de sol. On n'est pas des spécialistes dans cette ligne-là. Il y en a des entreprises qui font ça très bien. IFEN, de Gilles Vauban. Il y a une fille qui travaille avec les mégots de cigarettes en Belgique. Donc nous, ce qu'on va se présenter... Novobiome en Belgique, par exemple, aussi. Oui, exactement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va se présenter comme un outil d'appui, puisqu'on a, dans ces 5 ans, on a accumulé une grande richesse en souches. Ça veut dire qu'on a une bibliothèque, que moi j'appelle souchothèque, où on a plus de 10 000 individus qui viennent de partout dans le monde et qui pourraient servir à ces entreprises et à d'autres entreprises qui cherchent des molécules pour la dépollution, pour la cosmétique, pour toute autre application industrielle. Et puis, on peut aussi, bien entendu, accompagner des entreprises qui cherchent des molécules particulières pour leurs solutions. Cela dit, je vous amène à la partie un petit peu moins drôle de comment je suis arrivée à Fungus Sapiens. Moins drôle et en même temps, oui, c'est drôle. Moi, quand j'étais petite, je voulais être biologiste, mais je suis issue plutôt d'une famille d'artistes. Donc, c'est plutôt la veine artistique qui m'a attirée un petit peu. Mais cependant, j'ai eu la chance de travailler avec mon père dans son atelier et je travaillais avec les matériaux qu'on faisait à partir de déchets qu'on ramassait. Donc, on ramassait des débris des débris des mers, des déchets d'ananas, des écorces de bois. Et pour moi, c'était magique voir comment une matière qui était une poubelle, qui était quelque chose qui n'avait peut-être pas trop d'intérêt, pouvait être transformé et devenir quelque chose qui pourrait être utile, et non seulement pas utile, mais aussi esthétique, beau. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est en 2006 que j'ai eu mon fils, en 2005 que j'ai eu mon fils, et en 2006, j'ai commencé un projet justement autour de l'eau, comme on parlait de l'eau qui était très importante. C'est à partir de là que je m'intéresse beaucoup au biomimétisme et à tout ce qui est l'économie circulaire. Je voulais restaurer des corps d'eau pour extraire les algues, les plantes invasives qui réchauffaient l'eau de ces corps d'eau pour produire des biomatériaux et produire des champignons à partir de ces déchets. Or, à l'époque, si déjà aujourd'hui, le biomimétisme est assez disruptif et les gens nous voient parfois un petit peu comme des extraterrestres, à l'époque, je ne vous dis pas, c'était vraiment, on me prenait pour une allumée. Donc, du coup, j'ai eu de mettre ce projet un petit peu dans mon tiroir, un tiroir dans ma tête, en attendant que les moments de biomimétisme arrivent. Et aujourd'hui, il y a des choses concrètes, là. Exact. Donc, du coup, heureusement, j'ai arrivé à cette projet grâce un petit peu à mon fils qui en 2015 me dit « Maman, écoute, il voulait être zoologiste. » Et il me dit « Maman, tu sais, finalement, je ne vais pas être zoologiste parce que de toute façon, quand je grandis, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus rien. » J'ai envie de vous dire que quand votre fils vous dit ça et qu'il est en bas âge, ça vous brise le cœur. Donc je me suis dit, bon, ça y est, c'est décidé, je ressors mon projet des tiroirs et il faut que je fonce et il faut agir. Je lui ai juste dit, parce que je ne pouvais pas le rassurer, je lui ai juste dit, écoute mon fils, comme il dit Jean Arthus Bertrand dans le film Homme, c'est trop tard pour être pessimiste, il faut agir.
Donc c'est comme ça que je me suis mis les mains à la pâte à créer, plutôt adapter Fungus Sapiens à mon milieu, à la problématique que je trouvais. La problématique, c'était la revalorisation des déchets. Et puis, bien sûr, la pollution. Donc, dans mes balades en forêt, je trouvais ces champignons qui dépassaient d'un arbre. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait une feuille qui s'avait déposée par-dessus. Vous allez peut-être le voir si je ne bouge pas trop. Là, on voit la feuille complètement marquée, elle est parfaitement imprimée. Et pour moi, c'était incroyable. Je me suis dit, cette polymère, cette matière si, comment dire, tenace et en même temps doubeteuse, peuvent épouser la forme parfaitement de cette feuille. Je me suis dit, et si on amenait ça à l'échelle, à grande échelle, qu'on pourrait prendre ça et le mettre en forme? Et là, je me suis rappelé que mon grand-père m'a parlé des formiata que vous avez sur l'écran. Il m'a parlé que les formiata ramassaient les feuilles de ces arbres, qui ne lui faisaient pas trop plaisir d'ailleurs. Et puis, il était non seulement des fourmis agricultrices, les premières agricultrices de champignons, parce que ça date de 60 millions d'années, mais aussi les premières fourmis agricultrices architectes qui faisaient des biomatériaux. Donc, en fait, les fourmis vont utiliser les mycéliums pour faire des formes. Donc, ça veut dire que c'était possible et la nature nous montrait les chemins. Donc, bon, là, vous voyez un mince. Je suis passée trop vite. Vous voyez ces structures alvéolées qui font les fourmis, qui construisent les formiata grâce au mycélium des champignons et qui, en plus, vont avoir... Elles sculptent le mycélium ou elles orientent la croissance? Ils déposent les substrats à la forme qu'ils veulent créer et les mycéliums, comme des petits cheveux, amalgamer les tout pour faire une espèce d'agglomérat. Donc ça, c'est les nids. Donc, ce qui est intéressant de cette stratégie biologique, c'est qu'ils ont une méthode de culture champignonnière dont je me suis inspirée. Ils ont les systèmes de ventilation passive, dont moi, je vais m'inspirer aussi pour récupérer la chaleur fatale pour chauffer des terrains, parce que les champignons produisent de la chaleur. Et puis, l'architecture des mycéliums, bien entendu. Donc, là, aujourd'hui, après 5 ans, je peux parler des trucs concrets du biomimétisme, parce que parfois, les gens ils disent « Oui, mais concrètement, comment on applique le biomimétisme ?» Donc là, vous pouvez voir des matériaux comme cette brique en mycélium. Ce n'est pas un brique, comment dire, industriel. Hein. C'est des prototypes des laboratoires que j'ai fait. Mais je vous amène ma preuve des concepts, ma première brique que j'ai fait, pour que vous voyez que ça dure dans le temps. Donc ça veut dire que cette pièce, elle a 5 ans. Et ce qui est étonnant de ce mycélium, c'est qu'il ne va pas prendre la flamme. Et il est ignifuge et il va supporter le feu. Donc il va juste carboniser en surface, ce qui fait que ça pourrait être vraiment une solution pour les lieux où ils sont très très chaudes, pour faire de l'isolation, où il n'y aura pas de danger que ça puisse prendre la flamme. En plus, comme c'est armé, on peut mettre des chambres, des fibres de bambou. Ça va le conférer des propriétés pour la compression, pour que ça se frite pas. Ça va être plus résistant qu'un brique. Même pour les lieux où il y a comme c'est dit, des mouvements telluriques, des tremblements de terre, les constructions risquent de moins s'effondrer avec des matériaux de ce style. Pour parler... Absorbeur de choc. Exactement. T'as entendu ça, Romuald? Super. Donc, du coup, on va voir des matières comme celle-ci. Je dépose le micro. Ça pourrait nous permettre de remplacer des sacs plastiques. Ça pourrait nous permettre de faire des choses type vinyle, type polyuréthane. 100% mycélium, ça? Ça, c'est 100% champignons et autres micro-organismes. Parce que c'est ce que je allais dire. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas de fibres en plus pour... Non, il n'y a pas de fibres pour armer. Donc oui, c'est des biopolymères issus de micro-organismes purs. Je reviens un petit peu à... faut qu'on avance un peu aussi. Je voulais juste dire que la relation entre les champignons et les bactéries, c'est important. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est que les champignons qui ont fait ça. Il faut que je donne aussi ça... Oui. Mais il n'y a pas de trucs en plus. Mais il n'y a pas de trucs en plus. Ah, ça c'est important de dire, il n'y a pas de plastifiants dans tous ces matériaux. C'est super important de le dire parce qu'aujourd'hui on voit des solutions émerger, les cuirs des pommes, les cuirs d'ananas, machin.
Je ne dis pas que ce n'est pas une solution, il faut juste regarder la composition parce qu'il y a beaucoup de greenwashing, beaucoup qui mettent 50% de plastique. Anthony Courtois, grand expert des biopolymères, et acquiesce, donc on arrive à toi. Voilà, c'est ça. Et on met un petit peu de poudre de parampampin agricole par-ci par-là, et il appelle ça les cuirs végétales. Pour récupérer de la qualité mécanique, mais en fait là... Mais ça, on n'a pas besoin, on tire. Bon, ça va, oui. Oui, voilà, ça tient. Incroyable. Donc on peut faire même des gobelets, des choses pour usage unique. C'est quelque chose qui est compostable. Donc là, vous voyez que les polystyrènes, ça prend la flamme. Les mycéliums, ça ne prend pas la flamme. Donc un usage, par exemple, concret, ça pourrait être des panneaux sandwich où on a de l'acier, de polystyrène et de l'acier. Si on voudrait souder par-dessus, les mycéliums pourraient nous le permettre, les polystyrènes, ça fondrait. En plus, bon, ça dure 1000 ans dans la nature, donc c'est terrible. C'est pas cool. Là, on peut parler rapidement de cuir. Les cuirs, aujourd'hui, tout le monde me dit « Ouais, mais c'est un coproduit, c'est pas un produit en lui-même. » Oui, mais cependant, on nous dit qu'on doit réduire notre consommation de viande, donc ça veut dire qu'on aura moins d'approvisionnement en cuir, et l'industrie des cuirs, elle grandit très vite. Donc, si les marchés des cuirs, de la viande grandissent à 5% chaque année, l'industrie des cuirs va pousser à 7% chaque année. Donc, cette trou qu'il y aura entre l'approvisionnement des cuirs et comme c'est dit, et la demande, va être on est obligé de fournir des matériaux. Absolument. Et c'est là où ça pourrait être une solution, parce que ça pousse, à la différence d'une bâche qui prend 3 ans, qu'on va juste valoriser 70% de la matière, on va juste valoriser 30% de la matière, 70% va être rejeté. Ça, on peut le faire pousser à la forme qu'on veut, à l'épaisseur qu'on veut, donc ça va être homogène, on n'aura pas des chutes et des pertes. Et là aussi, c'est important de rappeler que non seulement ça existe, mais qu'il y a des fungus sapiens en France, parce que parfois on entend parler d'exemples américains. Bon, oui, c'est ça. C'est très bien aussi. Mais en tout cas, ça existe, et ça existe aussi en France. C'est ça. Et puis, quelque chose qui est important de dire, nous, on travaille avec des micro-organismes naturels, on ne modifie pas des souches. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que les solutions sont là. On n'a pas besoin trop de les modifier Mariana, dans ce cas-là. C'est génial, mais je vais être obligé de couper un peu court, parce que c'est passionné, et c'est vraiment fabuleux. Franchement, continuez la conversation avec Mariana, mais je voudrais qu'on se tourne un peu vers les petits camarades. Pascal, Isabelle, pardon, j'arrive à vous, mais on va passer par Romuald Vigier et Anthony Courtois, parce que, oui, Romuald, parce que tu vas nous parler, non mais reste où tu es, ah pardon, c'est pour la zapette. Oui. Tu vas nous parler de forme de matériaux. Là, on a eu une démonstration époustouflante. J'espère que ça vous plaît et ça vous étonne. Alors, vous en aviez peut-être déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est vraiment, merci beaucoup Mariana, intéressant de voir que les choses avancent, absolument. Merci beaucoup. Et ça se fait avec la passion, avec de l'énergie, avec de l'engagement. Et Romuald, toi, tu vas nous parler de... Ah non, pardon, c'était Polymaris. Excuse-moi, Elodie. On va passer à Anthony. Bougez pas, alors... Bon, c'est comme vous voulez. Je ne sais plus ce qu'on avait prévu. Là, on est sur une magnifique diapo de Romuald. Voilà. Ah, voilà. J'en profite pour remercier la régie et Elodie Maginel qui maîtrise tout ça de main de maître. On ne pourrait pas faire BioM Expo sans Elodie Maginel, notre directrice de production, qui gère tout ça formidablement. Parce que, voilà, c'est une grande réunion. 150 intervenants et exposants. Ça se gère... délicatement et avec précision et autorité. Merci Elodie, c'est bon, l'autorité a parlé. Donc Anthony, c'est à toi. On passe à Polymaris. On va rester dans les polymères, dans les biopolymères, dans ces petites choses microscopiques dont on peut faire tout un tas de développements intéressants. Merci de nous parler de micro-organismes marins. Bonjour. Alors vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous. Donc merci beaucoup Alain pour ton invitation sur cette journée qui j'espère va être aussi belle que les précédentes. Moi, je vais vous parler d'une société que j'ai créée en fait donc je me présente, je m'appelle Anthony Courtois, je suis docteur en sciences de la vie et de la santé. Je vais vous parler d'une société que j'ai créée en 2008 maintenant, donc c'est plus une si jeune société que ça, avec Bertrand Tolas qui lui est docteur
en chimie organique et analytique. Nous avons été rejoints rapidement par Antoine Gédouin, qui est docteur, lui, en économie. Donc un triptyque, en fait, qui est assez intéressant parce qu'il va regrouper différentes compétences, en fait, pour pouvoir gérer et développer une activité économique. Et on s'est basé, en fait, donc la société Polymaris s'est basée à Brest, en fait, tout proche, en fait, de l'environnement qui nous fait vivre aujourd'hui, qui est le monde marin. Donc le monde marin, tout le monde le connaît, je vais pas faire très long là-dessus, mais on a tendance à dire 70% de la superficie de la planète, et je tiens à noter qu'on vit dans un monde en 3 dimensions. Donc, si on parle en termes de volume de la biosphère, le monde marin, c'est plus de 90% du volume de la biosphère. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus important que ces fameux 70%. Ce monde marin, et si on parle de biodiversité marine, c'est ce qui nous anime tous les jours à Polymaris, 97% de la biodiversité qu'on a au niveau de notre biosphère, je vais parler de biosphère, se trouve dans les océans. Cette biodiversité, en fait, est principalement un monde de l'invisible. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. On a toujours tendance à vouloir défendre dans un environnement qui n'est pas favorable, en fait, ce qu'on voit. On a entendu parler tout à l'heure d'un ours polaire, etc. C'est très bien. Par contre, 99% de la biodiversité, en fait, est invisible à l'œil nu. On ne la voit pas. Elle est très riche également parce que dans une goutte d'eau, comme vous pouvez voir ici, on peut retrouver, en fait, des milliers, voire des centaines de milliers de micro-organismes. Donc c'est un monde qui est très 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 riche, et c'est un monde bien évidemment qui est bien trop peu connu, en fait, à notre goût. 1% seulement de ce qui se passe, en fait, au niveau des écosystèmes marins a été décrit par la communauté scientifique, et encore moins, on va dire, valorisé, en fait, par des entreprises comme la nôtre. Donc en fait, pour nous, ce monde marin et cette biodiversité marine est une véritable clé, en fait, pour notre futur. Mais par contre, il faut se poser des questions. À partir du moment où on veut valoriser, en fait, un écosystème, ou à partir du moment où on va valoriser quelque chose, en fait, qui vient de la nature, il faut se poser des questions. C'est comment valoriser cette biodiversité marine tout en la préservant. Donc globalement, si on a un organisme qui va soigner le cancer, ce qui est très noble, si cet organisme-là est associé à un coraux de Polynésie française, est-ce qu'il faut dynamiter les coraux de Polynésie française pour soigner de la maladie? C'est des questions qu'il faut se poser, et comme on l'a dit tout à l'heure, je l'espère pour vous également, on n'est pas à l'abri d'un succès. Donc à partir du moment où ça fonctionne, à partir du moment où il faut en avoir des grosses quantités pour répondre à une demande, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, on s'est positionné, en fait, sur la biotechnologie, en particulier des procédés de biofermentation. Donc globalement, je pense que pas mal de gens, en fait, connaissent la fermentation de par la bière, de par le fromage, etc., etc. Nous, on va utiliser des biofermenteurs un petit peu plus complexes que ça, mais globalement, le principe est le même. Le fermenteur, si on a besoin de faire des petites quantités, on va utiliser des bioréacteurs pas plus gros qu'un verre d'eau. Et si on veut faire de la production industrielle, il suffit juste, entre guillemets, de monter en échelle, et on peut travailler sur des réacteurs de 30 000 litres, 50 000 litres, jusqu'à 180 000 litres en France. Dans le monde, on peut monter jusqu'à des bioréacteurs de 500 000 litres, en fait, pour la culture de champignons notamment. Donc ça fonctionne très bien. On contrôle tous les paramètres de production avec ce fermenteur. On va extraire l'organisme microscopique de son environnement naturel. Comme c'est invisible, on va avoir un impact qui va être limité. Je ne vais pas vous dire que c'est un impact qui va être nul, parce que rien que le fait de mettre de l'eau douce dans de l'eau salée, par exemple, ça va avoir un impact sur l'environnement. Donc on va avoir un impact invisible, presque pas d'impact. On va contrôler tous les intrants, on va purifier ces molécules-là, et ce sont les process qu'on a développés, en fait, à Polymaris. Et pour ce faire, on a généré ce qu'on a fait, comme vous l'avez fait tout à l'heure, on a généré une collection, non pas de champignons, mais de micro-organismes, de bactéries en particulier, une collection qui est unique et privée. Donc on n'est pas propriétaire du vivant en France, on ne peut pas le faire. Si vous voulez aller chercher une collection comme la nôtre, allez-y, je vous invite à le faire, parce que vous êtes sûr de trouver des choses intéressantes. Une collection qui n'est non OGM, on a choisi véritablement la sélection naturelle par rapport à une modification génétique. On a exactement la même démarche que vous, et on va avoir un faible impact environnemental, et ces micro-organismes, certains de ces micro-organismes sont capables de synthétiser des molécules innovantes. Alors quelles sont les molécules innovantes sur lesquelles nous travaillons à Polymaris? Ce sont des biopolymères. Des biopolymères, des très grosses molécules. La synthèse chimique de ces molécules est totalement impossible. Elles sont trop complexes. La nature fait des choses bien trop complexes, en fait, pour pouvoir la reproduire d'un point de vue chimique. Ce sont des très grosses molécules.
Ce sont des molécules qui vont être issues de souches sélectionnées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va sélectionner les micro-organismes capables de produire les molécules d'intérêt. Ce sont des molécules qui ne sont pas eugénènes, qui sont complètement innovantes. Deux familles en fait, que je voulais vous présenter ici. Une première famille qui sont des exopolysaccharides, des EPS, et une seconde famille qui sont des polyhydroxyalcanoïdes, des PHA, qui sont de véritables bioplastiques. Si on parle d'EPS, en fait, les exopolysaccharides, saccharides, sucre, polymères, exo, parce qu'ils sont véritablement rejetés en fait, dans le milieu de culture, ce qui fait qu'on va faire notre fermentation et par un simple process de centrifugation et de lavage contre de l'eau, on va pouvoir avoir une molécule qui va être pure à 99,9%. Donc c'est une molécule en fait naturelle, elle est naturellement produite par les micro-organismes capables de le faire dans un environnement et elle va servir, c'est une véritable molécule de vie comme on dit, elle va servir à la protection de ces micro-organismes en fait quand l'environnement va devenir défavorable. On a découvert, de par cette biodiversité, de par tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, cette biodiversité, très rapidement, 40 exopolysaccharides innovants. Des molécules qui n'avaient jamais été décrites dans la littérature scientifique, dans les brevets, parce qu'on consulte également toutes les bases de brevets. C'est des molécules qui ne vont pas avoir d'équivalent terrestre, donc des molécules complètement différentes des champignons, par exemple. C'est des polymères, en fait, ou des molécules qui vont être solubles en milieu aqueux, donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et on va travailler, en fait, véritablement avec nos partenaires sur des propriétés physico-chimiques ou des propriétés biologiques, de manière à pouvoir ensuite les valoriser. Alors, quels sont les secteurs de valorisation ? 3 secteurs de valorisation. Un secteur qu'on a privilégié en fait la cosmétique avec un partenaire en fait qui s'appelle Codif Technologies Naturelles. Je ne sais pas si je me permets de le citer, c'est fait, mais c'est un partenaire en fait qui va ensuite travailler avec nous sur le développement de nouveaux actifs cosmétiques et qui va après distribuer à travers le monde en fait ces nouveaux actifs. Dans le traitement de l'eau également, on travaille avec la société Engie et en particulier le docteur Gallardo en fait qui est dans la salle en fait quelque part. Bonjour Marianne. Le docteur Gallardo en fait qui était venu présenter en fait il y a quelques années également cette solution Bioscience, également les dispositifs médicaux, mais on continue à développer en fait aujourd'hui nos EPS en fait dans différents secteurs d'activité. La deuxième famille de molécules, ce sont ce qu'on appelle le biosilite. On a déposé une marque. Le biosilite en fait en référence à la bakélite. Je ne sais pas si vous connaissez cette matière ou ce matériau-là. C'est pour ceux qui sont plus jeunes ou plus vieux en fait, les téléphones de nos grands-parents qui étaient en plastique, la bakélite en fait. À l'origine, ce plastique-là était un plastique assez innovant, il y a plus de 100 ans en fait, et qui servait à faire des bijoux, à faire des broches en fait pour les cheveux, etc. etc. Ce biosilite-là vient de la mer et il est biologique. Sont un polyhydroxyalcanoïde, c'est un véritable polyester naturel. Il ne va pas être soluble en milieu aqueux cette fois-ci. Il va vraiment avoir ce comportement de bioplastique. Ça va être une molécule de vie également. C'est une source en fait d'énergie et de carbone pour le micro-organisme. Donc nous, on a travaillé sur ce biosilite-là. C'est un matériau qui va être unique, il va être naturel, il va être innovant, il va ne pas avoir d'impact en fait sur les océans. Je vous dis, on prélève de l'invisible, on le ramène au laboratoire, on le travaille par biofermentation. Il ne va pas générer de microplastique parce que c'est toujours pareil. On parle de la pollution plastique, j'ai vu une photo tout à l'heure de l'océan de plastique, etc. Mais ce qu'on ne voit pas est bien plus important que ce qu'on peut voir. Ça, c'est vraiment le message en fait qu'il faut passer en fait aujourd'hui. Il va être biosourcé, il va être durable, renouvelable, et il va permettre d'être pas la réponse, peut-être parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais certainement une réponse complémentaire à la vôtre aux problèmes environnementaux des plastiques conventionnels. Et donc ce biosilite va être un matériau biodégradable, il va se dégrader dans le sol, dans l'eau de mer, dans l'eau douce, dans le compost domestique, dans le compost industriel également, un petit peu moins intéressant dans le compost industriel, mais il va se dégrader dans un environnement biologiquement actif. Vous le laissez sur la table, il ne va pas se dégrader. Vous le mettez en mer, par exemple, vous le perdez en mer, parce que l'objectif, ce n'est pas de balancer en fait, non plus des polymères en mer, mais si vous le perdez en mer, il va se dégrader, en fait, et c'est la nature qui va le consommer. Donc c'est une molécule naturelle qui va être dégradée par la nature. Plus ou moins longtemps en fonction de l'activité en fait, des écosystèmes dans lesquels il va être perdu. Ce biosilite, c'est un matériau qui va être technique, il va être ajustable, il va être thermoformable, extrudable, colorable, formulable également. Donc on souhaite, nous, le formuler. Ce serait dommage de gâcher en fait, cette superbe matière en la formulant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des matériaux qui vont être des plastifiants, etc., d'un point de vue chimique et non biodégradable. Donc, on va, si on a le formulé, il va être formulé avec des éléments en fait, qui vont être naturels et biodégradables. On a la chance de les découvrir, nous avons la chance de pouvoir les développer, et donc nous avons la chance également de pouvoir choisir comment ces polymères en fait, vont être utilisés.
Enfin, c'est un process industriel qui est validé. Je vous ai dit tout à l'heure, ça reste dans le laboratoire, c'est génial, on a une superbe idée, on a une innovation. Moi, je vais vous parler de produits, c'est-à-dire qu'à Polymaris, on a créé, on a investi et on a développé l'unique ligne pilote en fait, de production française de ces biosilites-là. Donc on ne va pas être sur une petite quantité en fait. Alors si vous venez nous voir sur notre stand, on va vous présenter des petits échantillons. Maintenant aujourd'hui, on est capable de produire en fait des quantités acceptées par les différents industriels en fait pour pouvoir valider en fait ce matériau sur leurs propres unités industrielles et non pas rester dans le laboratoire. Donc on parle maintenant d'un produit et non plus d'une innovation, même si ça part d'une innovation. Le biosilite, de la mer à la mer, c'est un peu le concept en fait, avec une finalité qui va être la bioassimilation. Il va être consommé, comme je vous l'ai dit, par la nature. Au final, il va se transformer en quoi? En eau et en CO2, qui va être consommé pour la photosynthèse, etc., etc. Et enfin, le biosilite, on continue à le travailler en fait dans des projets, ça continue, on est sur du pilote, mais on continue à faire de la R&D, on travaille en fait notamment avec des partenaires européens sur un projet qui s'appelle InPressMe. Ce partenaire européen, en fait, pour pouvoir voir comment on peut transformer cette molécule-là et transformer véritablement l'essai de cette unité pilote en fait en véritable unité industrielle. Ce sera tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps. Génial. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Polymaris, Anthony Courtois. Juste une question, parce que c'est formidable de voir toutes ces approches alternatives se développer. On en est où? On est en très fort développement ou ça freine encore, ça coince encore ici ou là? Et pourquoi? Alors, on est en très fort développement. Le frein, qu'est-ce qui va être? Ça va être un frein. Il y a deux freins en fait. Il va être un frein de production industrielle. On est sur une entreprise en fait où sur des matériaux ça coûte très cher de monter des très grosses unités de fermentation. Donc là, il va falloir agir tous ensemble. On a fait ces investissements. On a pris le risque aujourd'hui à Polymaris de faire ça. On a pris le risque d'investir jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, on va continuer parce qu'on y croit. Mais si on veut vraiment avoir des idées, si on veut vraiment avoir un produit industriel, il va falloir avancer là-dessus. Et ensuite, il y a la réglementation. Il faut que les politiques soient avec nous aussi de ce côté. Génial. Écoutez, en tout cas, appel aux industriels et autres parties prenantes. L'enjeu aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. Les idées, les solutions, on les a. L'enjeu, c'est le changement d'échelle. Et les politiques, le législatif, on le travaille et il suivra. Et il s'intéresse de plus en plus à ces solutions innovantes. Là aussi, on est sur des nomenclatures, sur une sémantique, sur des approches, bien parce qu'elles sont innovantes, qui perturbent un peu, qui changent un peu la donne, mais les choses évoluent, les choses progressent. On enchaîne avec Romuald Vigier, Modulatio. Romuald est là toute la journée, Anthony aussi, ils ont des stands là-haut au niveau S2, donc surtout continuez et allez les voir, pour nous parler de structure de matériaux, avec des propriétés mécaniques étonnantes. Comment le vivant les économise-t-il, ces matériaux, et quelles leçons en tirer? Merci Romuald. Merci à toi. Oui, alors moi je suis le radin du groupe, donc je vais vous parler de rien, plus précisément de répartition du rien. Les deux exposés précédents parlaient de la composition des matériaux, je vais plutôt vous parler de quantité de matériaux. Le vivant est assez radin aussi sur l'utilisation des matériaux. Il a tout un tas de stratégies. Et donc ensuite, on se posera la question de quels enseignements, nous, êtres humains, nous pouvons en tirer. Alors je vous disais, il y a beaucoup de stratégies dans le vivant. Je vais me concentrer aujourd'hui sur une en particulier, celle qui consiste à alterner les pleins et les vides. C'est pour ça que je vous parlais de rien. C'est une stratégie que le vivant utilise aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal ou dans le monde fongique. On la retrouve partout. Alors pour vous donner un exemple hyper connu dont vous avez déjà entendu parler, c'est le bambou, qui est un matériau qui a des capacités assez exceptionnelles, qui a un compromis entre légèreté et résistance mécanique qui en font vraiment un matériau structurel d'exception. Je crois que les premiers échafaudages de l'humanité ont été faits en bambou. En Asie, ils sont encore utilisés d'ailleurs, y compris pour des bâtiments de grande hauteur. Au-delà des échafaudages, le bambou est même utilisé dans la construction des habitats eux-mêmes. Ces derniers temps, on s'est aperçu qu'il avait aussi des capacités en termes
je dirais, d'absorption des vibrations qui lui ont ouvert des portes dans le monde du sport. Alors je pense notamment au cadre de vélo, mais aussi aux planches à voile. Donc la question, c'est, puisque tout le monde connaît ce bambou et sa réputation, c'est comment le bambou obtient-il de telles performances tout en restant aussi léger? Alors si on regarde un petit peu rapidement, succinctement, on s'aperçoit qu'un bambou, quand on le coupe, c'est creux, hein, c'est un tube, grosso modo, c'est un tube. Donc ça, c'est une première manière d'économiser des matériaux. C'est une manière que l'être humain connaît bien depuis longtemps. D'ailleurs, si vous regardez autour de nous, la plupart des objets sont faits plutôt avec des tubes qu'avec des barres pleines, heureusement. Nous sommes tous creux, c'est ça que tu dis? Nous-mêmes, nous sommes creux, ouais, je vais y revenir. Mais non, je ne disais pas ça de façon péjorative, rassure-toi. Là. Donc oui, voilà, succinctement, on se dit, c'est un tube. Bon, ok, nous aussi, on sait faire. Sauf que le bambou, lui, ne se contente pas d'être creux. C'est-à-dire que si vous prenez ce bambou et que vous le réduisez en pulpe, avec cette pulpe, vous refaites un tube de même dimension, avec la même quantité de matière, et ben vous allez perdre au passage la plupart des caractéristiques mécaniques du bambou. Donc on peut se demander quel est son secret. Pour ça, il faut se rapprocher un petit peu. Si on regarde plus attentivement la structure du bambou, on s'aperçoit que la paroi est constituée d'une matrice qui est un peu molle, qui est renforcée par des fibres longitudinales qui, elles, sont très fines mais assez rigides, et perforées par tout un tas de vaisseaux. Si vous voulez, des petits tubes qui sont pris dans la paroi du gros tube. Alors là encore, avoir une matrice et la renforcer avec des fibres, on sait faire. Hein. L'être humain fait ça depuis longtemps. La fibre de verre dans la résine pour faire des coques de bateau, le métal dans le béton pour faire du béton armé, des fibres céramiques dans d'autres céramiques pour faire des blindages balistiques. Tout ça, on sait faire. Donc, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur les vaisseaux. Le rien, c'est pour ça que je vous parlais de rien tout à l'heure, des trous, en fait, des petits tubes. Alors, ces vaisseaux, comme tous les vaisseaux, ils ont d'abord une fonction nutritive. Les vaisseaux dans le vivant servent à acheminer les nutriments. Qu'on parle de sève dans le monde végétal ou de sang dans le monde animal, c'est la première fonction des vaisseaux. Ceci dit, ils n'ont pas que cette fonction-là, ils ont aussi des fonctions mécaniques. Alors, comme ils sont creux, quand ils reçoivent un choc, ils sont capables de s'écraser. Et du coup, le bambou est beaucoup moins cassant. Par ailleurs, leur présence permet, avec la même quantité de matière, d'avoir une paroi beaucoup plus épaisse, donc plus résistante. Et enfin, leur dimensionnement et leur répartition n'est pas la même selon qu'ils sont vers l'extérieur du bambou ou vers l'intérieur. Et ça aussi, ça permet d'optimiser la répartition de matière. Alors, effectivement, comme le disait Alain, en fait, vous et moi, nous sommes faits un petit peu comme le bambou. Il n'est pas tout seul à utiliser cette stratégie pour économiser la matière. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des pirates dans la salle, hein, ce n'est pas du tout ça. Je voudrais juste parler de notre squelette, nos os. Si on regarde l'os, le tibia de notre pirate, s'il était plein, il serait lourd, très lourd. Il serait probablement trop lourd pour que notre pirate puisse grimper à la grand-vergue ou aller danser la gigue quand il rentre au port. Du coup, le monde animal, comme le monde végétal, comme le monde fongique, a adopté la stratégie du vide. Donc si on se rapproche de notre tibia de pirate et si on le regarde en coupe, on s'aperçoit qu'à l'extérieur, il y a une peau qui est épaisse, qui est pleine. À l'intérieur, il y a un vide, un creux, c'est là où se trouve la moelle. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur ce qui se passe entre les deux. Entre les deux, vous avez une partie qui est un peu spongieuse, en fait. Cette partie, elle a une densité qui décroît au fur et à mesure qu'on va vers le centre. Alors, s'il y a parmi vous des amateurs d'os à moelle, vous pourrez le constater lors de votre prochain repas. Mais bon, comme Alain m'a interdit de distribuer des os à moelle, il avait peur qu'on fasse des stages sur les sièges. Du coup, on va se contenter d'une photo. Voilà, alors, cette partie spongieuse, c'est ça. Ce sont ce qu'on appelle des trabécules. C'est ces espèces de petits voiles ou des petites poutres qui représentent très très peu de matière par rapport au vide. Il y a très peu de choses. Mais pourtant, ça participe considérablement à la résistance mécanique de nos os. À leur capacité aussi à dissiper les vibrations.
Ce serait très très désagréable si on n'avait pas ça. Tous les sons nous feraient très mal. Alors, vous pourriez avoir l'impression que c'est complètement aléatoire. C'est vrai que quand on regarde la photo, on se dit c'est un peu le bordel. Excusez-moi, mais ben non, pas du tout. Ça n'a rien d'aléatoire. En fait, notre organisme détruit en permanence ces trabécules. Vous avez des cellules macrophages qui viennent dissoudre ces trabécules. Et dans le même temps, vous avez d'autres cellules qui réutilisent le matériau qui a été libéré pour refabriquer de nouvelles trabécules. Mais elles ne les refabriquent pas à l'identique. Elles les refabriquent en fonction des contraintes subies à l'instant T. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité que vous avez, si vous êtes haltérophile ou si vous préférez le hamac, les trabécules sont différentes. Et si notre pirate de tout à l'heure décidait de se reconvertir pour devenir astronaute, il aura une densité osseuse beaucoup plus faible. Alors, ce phénomène m'amène à vous parler quand même de deux principes du vivant intéressants. Oui, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, peut-être ouais, vous montrer alors, ça. On va voir comment on peut l'appliquer. Mais deux principes du vivant qui sont intéressants. Le premier, c'est assurer sa permanence en se refabriquant soi-même. Et le deuxième, c'est utiliser les matériaux qui sont disponibles localement et les réutiliser, les recycler systématiquement. Alors effectivement, la question se pose, qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon, nous, êtres humains, hein, nous qui fabriquons beaucoup de choses, avec beaucoup de matériaux, certains qui sont effectivement des matériaux intéressants, d'autres beaucoup moins, d'autres qui ont des mauvaises conséquences. Alors je pense qu'il y a deux niveaux de leçons qu'on peut en tirer. Le premier niveau de leçon, il est assez évident. On peut copier ces stratégies. On va voir comment. C'est assez simple à faire. Ça demande un peu de travail, mais il n'y a rien d'insurmontable. Et c'est surtout très efficace. C'est ce que nous faisons chez Modulatio. Alors nous avons développé un procédé qui permet de faire varier la densité de matière au sein d'une même pièce. Ce procédé s'applique aussi bien à du métal, comme c'est le cas sur l'image, qu'à du béton, à des élastomères, à des céramiques. Voilà. Et ça nous permet de mettre la matière uniquement là où elle est nécessaire, et pas plus. Comme dans le vivant, le procédé est multifonctionnel. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais des vaisseaux du bambou qui étaient multifonctionnels. Ben là aussi, le procédé est multifonctionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on économise de la matière, donc on économise du poids, donc on va économiser de l'énergie. Mais on a aussi des aspects intéressants, comme effectivement la dissipation de vibrations, l'absorption de chocs, hein, de l'énergie cinétique, une surface d'échange thermique qui est très intéressante. Voilà. Voilà ce que nous faisons chez Modulatio. Je ne vais pas vous ennuyer plus que ça avec notre propos. Vous pourrez en voir plus sur le stand si vous le souhaitez. Et je vais passer au deuxième niveau qui me semble important. Si on veut tirer des enseignements du vivant, je crois qu'on ne peut pas réduire le biomimétisme juste à la copie technique. Je pense que c'est d'abord, dans le fond, la plus grosse partie, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit du biomimétisme, c'est le respect des principes du vivant. Alors, on en a vu quelques-uns rapidement, là. La liste est un peu plus longue. Vous pourrez aller sur le stand du CBio si vous voulez avoir la liste complète. Mais ces principes font que le vivant existe depuis 3,8 milliards d'années et que ça continue et que ça marche bien. Donc, les principes doivent être bons. On peut le supposer, en tout cas. Je vous ai parlé de frugalité, en fait, hein, le fait d'être un peu économe sur les matériaux. Nous autres êtres humains, nous avons cru pouvoir nous affranchir de ce principe-là. À partir du moment où ça coûte pas cher, on peut en mettre beaucoup, grosso modo. Alors, la preuve, c'est ce graphique. Vous voyez la petite partie sur la gauche du graphique, c'était notre extraction de matière en 1900. La grosse partie sur la droite, c'est notre extraction de matière en 2010. Alors, les chiffres à ce niveau-là, ça ne parle plus. C'est pour ça que le graphique est intéressant. Mais même sur le graphique, il faut avoir un point de repère. Alors, le point de repère, c'est, vous voyez le petit cure-dent noir qui se trouve en bas du graphique, là.
Ce petit cure-dent ridicule, c'est la Sears Tower. Alors si certains d'entre vous sont allés à Chicago, ils savent à quel point le bâtiment est énorme et impressionnant. Et là, sur le graphique, vous voyez à quel point c'est ridicule. Notez bien qu'on ne parle pas de cumul. Les matériaux dont il est question, ce sont des quantités annuelles. C'est-à-dire que nous autres, êtres humains, tous les ans, nous extrayons tout ça. C'est-à-dire beaucoup trop. Ce graphique est extrait de la Harvard Business Review. Ce ne sont pas des gens qui sont réputés être des écolos, décroissants, chevelus. Non, c'est plutôt des gens très orientés business. Donc si même eux tirent la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même. Par ailleurs, vous voyez que ça date d'octobre 2016, il y a 5 ans. Et alors depuis, mis à part 2020, qui est évidemment une année exceptionnelle, puisque pour cause de pandémie, nos consommations ont baissé, en fait, ces chiffres n'ont fait que croître encore et croître toujours. D'où l'intérêt, évidemment, d'économiser la matière. On va clôturer là-dessus, Je Romuald, clôture. si tu veux bien. J'ai juste, voilà, il faut réagir. Et donc, voilà, quelques principes du vivant qu'on a vus succinctement. Mais encore une fois, vous pouvez aller sur le stand du CBIOS où vous le verrez. Je vous remercie de votre attention et puis j'aurai plaisir à vous retrouver éventuellement sur le stand qui se trouve juste à côté. Merci beaucoup, Romuald Vigier, Modulatio. Alors c'est une tendance très émergente, hein, l'économie de matière évidemment, et l'économie de matière et le biomimétisme, évidemment, c'est un couple plutôt gagnant pour répondre à ces enjeux. Effectivement, nous sommes assez géniaux, y compris nous-mêmes, à travers nos structures osseuses, en capacité à économiser la matière. Et c'est applicable dans l'industrie comme dans l'architecture. Il y a pas mal d'architectes qui travaillent là-dessus aussi. Merci beaucoup. Je vous ai vu sourire ou acquiescer plusieurs fois, Isabelle. Merci beaucoup. On va clôturer avec vous pour justement faire un peu le lien entre bio-inspiration, biomimétisme, biosourcing et un lien assez culturel et artistique et un lien également entre la France et la Chine. Donc merci de clôturer cette séquence. On est malheureusement un peu pris par le temps, mais très chouette de vous avoir parmi nous et de vous écouter. Écoutez, merci beaucoup Alain de m'avoir invité. Il y a vraiment 2 raisons qui font que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. D'abord d'être accueillie dans cette communauté du biomimétisme en France, et tout ce que je viens d'entendre est absolument étonnant, avec beaucoup de résonance. J'ai entendu parler de plein et de vide, de bambou, j'ai entendu parler de traduire l'invisible, j'ai entendu parler de réseaux interconnectés. Tout ça qui, dans une dimension avec mes 15 ans d'expérience en Chine, en fait, prend une résonance tout à fait particulière. La deuxième raison qui fait que je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui, c'est que c'est ma première prise de parole post-pandémie, où vous avez choisi un thème sur la reconnexion, et que la dernière prise de parole que j'avais faite, c'était à Pékin, à l'automne 2019, pour présenter les résultats d'un voyage d'études que j'avais fait en Chine, avec les étudiants chinois en design, pour aller leur poser un petit peu la question de quelles étaient leurs directions de recherche. Et mon idée, c'était d'aller au-delà de cette perception assez classique qu'on a de cette jeune génération Z chinoise. Et en fait, j'avais entendu parler d'intelligence de la nature, de biomimétisme, de biosourcing, de nouveaux matériaux. Donc, je suis vraiment ravie de faire le pont aujourd'hui entre Paris et Pékin. D'ailleurs, l'histoire, pour moi, elle a commencé à Pékin, dans le jardin d'une maison historique au cœur du vieux Pékin, que j'ai restauré et ouvert à la création contemporaine chinoise pendant une quinzaine de saisons, autour d'un concept clé de la philosophie chinoise, celle des 5 éléments. Les 5 éléments, c'est une philosophie qui a vraiment à cœur, la nature est au cœur de ça. Et j'ai invité des designers, alors d'abord chinois, ensuite dans toute la région, donc asiatique, et puis internationaux, à venir croiser leurs intelligences autour de ces thématiques. Alors ça, c'est une vue de mon entrée, et vous pouvez voir une porte-lune, qui est déjà une inspiration prise par la nature il y a plusieurs centaines d'années, et devant un modèle de Ma Yangsong, architecte chinois bien connu maintenant, fondateur de MAD, qui s'inspire lui aussi de la nature pour créer des bâtiments innovants qui sont placés maintenant au cœur des villes. Donc, à l'époque, en 2013, ce bâtiment était à l'état de modèle. Il est aujourd'hui en plein cœur de Pékin, près de Chaoyang Park.
Mon métier, c'est de faire grandir des idées, des talents et des business. J'ai l'habitude de dire que je l'ai fait grow beautiful. Je me suis rendu compte, après un an passé en France pour cause de Covid, que finalement, mon métier, c'était aussi d'accompagner la transformation. Et j'ai des tas d'histoires à vous raconter, mais j'ai décidé d'en choisir une aujourd'hui, d'un talent particulier qui m'a initiée à la biomimicry il y a une dizaine d'années, qui est Hélène Nyanling, créatrice du Fabric Lab, qui a étudié à Central Saint Martin School au Future Textile Lab, et qui dit qu'elle est formée comme une tisserande, et qui en fait tisse technologie, science, nature et poésie ensemble pour développer des projets. Quand je l'ai rencontrée, il y a une dizaine d'années, c'était la première qui m'a parlé à Pékin. C'est la première qui m'a parlé de biomimétisme. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai plongé avec elle. Elle m'a montré son portfolio. Il y avait des toits qui répondaient, qui s'ouvraient, qui se fermaient en fonction du cycle du soleil. On trouvait des tissus qui respiraient. Il y avait des tas de choses bourrées de capteurs qui nous permettaient de sense, comme on dirait en anglais, de sentir, de ressentir notre monde et pas seulement de le comprendre. Je l'ai invitée pour faire ce que je pensais être une exposition de prototypes. En fait, ça a été le début d'une collaboration qui dure depuis 10 ans. La première expérience qu'on a faite toutes les deux, c'est une expérience qui a été faite à partir, alors c'est une pure expérience là de biomimétisme, où Hélène a travaillé à partir de cette plante qu'on appelle rose de Jéricho en français, et qui a pour capacité en fait de rester dans les déserts à l'état quasiment mort, de réduire son métabolisme au plus pur essentiel pour en fait se préserver ses ressources, et quand elle trouve une goutte d'eau, en fait elle va revivre et elle va redémarrer son processus de croissance. Donc à partir de ça, Hélène a créé un Smart Veneer, donc un de ces plaquages en bois qui réagit en fait à la température, à l'hygrométrie. Et ce projet a été inspiré par aussi notre vie à Pékin, où on a à la fois un climat qui est souvent désertique avec des vents de sable, etc., et qui peut aussi présenter, on en a parlé dans une session précédente, des épisodes pluvieux très importants, notamment comme celui de 2012, qui avait beaucoup choqué Hélène et moi-même, et qui a donné en fait naissance à ce projet. Alors l'idée aussi qu'on avait là, c'était de se dire que les datas climatiques, eh bien, il fallait trouver un autre moyen de les présenter et de les ressentir, encore une fois, pas juste les comprendre et les lire, seulement avoir des chiffres, mais un moyen comme un 6e organe qu'on aurait. Donc on a développé ce projet, on en a fait 2 installations, et on a également développé toute une série, on les a appelées des body extensions, de pièces qu'on pouvait porter, et qui donc créer une connexion entre nous et cet environnement qui était autour de nous. Alors, je vous montre rapidement une vidéo pour voir comment est-ce que ce matériau en fait fonctionne. Donc, en fait, il va se relaxer quand, c'est comme ça qu'Hélène aime à le dire, il se relaxe quand il fait humide, et il va s'enrouler quand il va être dans un contexte beaucoup plus chaud. On a aussi travaillé sur des résines à l'époque. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les biorésines, mais qui changeaient de couleur pour faire ressentir aussi cette température. Évidemment, vous allez me dire, tout ça, c'est beaucoup pour de la beauté, pour des installations, pour de l'art. Mais évidemment, ça a beaucoup d'applications industrielles. Et c'est pour ça qu'en 2014, Hélène a créé The Fabric Lab à Hong Kong pour répondre à la demande des industriels, des marques de luxe ou des marques, des architectes qui pouvaient utiliser tous ces procédés et ces matériaux pour des projets de plus grande ampleur. Je vous donne un exemple rapide. On a aussi été dans le Guizhou, qui est une région de Chine où les femmes ont des techniques traditionnelles extrêmement intéressantes de broderie. L'idée, encore une fois, c'était pas de copier ce qui se fait, mais bien de prendre le chemin de traverse et de se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec toutes ces technologies, parce que ce sont des technologies où ces femmes utilisaient certaines plantes pour faire des teintures. Et Hélène a développé quelque chose qui était complètement nouveau à l'époque où on a fait ça. C'était un matériau en fait qui est water repellent, donc qui pouvait être, qui est en fibre végétale et qui peut être coupé au laser, ce qui était tout à fait nouveau à l'époque.
bon, on en a fait, Hélène en a fait des meubles et vous pouvez aller voir sur The Fabric Lab toutes les choses qu'elle a faites. Elle est devenue Talent of the Year par Swarovski. Elle a travaillé avec UBS sur les données climatiques pour les transformer en lampes. Donc des choses extrêmement intéressantes. Un des derniers projets que nous avons en commun, c'est celui avec Nature Squared. Alors Nature Squared, c'est un projet qu'on a développé en Asie et Nature Squared, c'est voilà. C'est une entreprise en fait suisse qui existe depuis une vingtaine d'années, créée par Lei Kun Tan et Paul Hove. Pourquoi pardon. Parce que les images sont lourdes, mais il faut avancer en même temps. Donc, okay. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière, la régie, s'il vous plaît, juste. Je voudrais revenir à l'image avec les matériaux. Celle d'avant, s'il vous plaît. On peut avoir une aide. Donc, non, mais allez-y, Isabelle, c'est parce que les images sont lourdes, donc okay, elles vont nous rejoindre. Donc, je continue et puis la régie me supporte sur ça. Donc, Nature Squared a été fondée il y a une vingtaine d'années, donc je disais, autour de l'idée nos déchets, en fait, notre précieux matériau. Et l'idée, c'était de prendre 12 familles de matériaux, plus de 90 matériaux naturels, donc qui vont des coquillages en passant par les noyaux de mangue, en passant par les os, en passant par les plumes, tout ce qu'on peut trouver qui est issu de la transformation, tous les déchets dont on parlait tout à l'heure, et de les transformer en matière pour l'architecture et le design d'intérieur. Alors, on prend un matériau naturel, on y met énormément d'innovation, on met une couche d'artisanat, puisque tous ces matériaux sont sourcés et produits aux Philippines. On ajoute une dose de circularité, puisqu'en fait, on travaille évidemment avec les communautés locales en mettant des incitations à faire pousser bien, à pêcher bien. Donc, on prend un exemple très rapide, mais par exemple, nous achetons les coquillages non brisés beaucoup plus cher que le produit de la pêche classique, de façon à éviter la pêche à la dynamite qui se pratique encore, par exemple, dans ces pays et qui évidemment détruit les fonds marins. Ici, c'est un exemple rapide que je voulais montrer, c'est celui du noyau de mangue. Donc, les Philippines sont un des premiers producteurs de mangue séchée et ils ont un énorme problème, c'est qu'ils se retrouvent avec des monceaux de noyaux de mangue qui vont soit dans les décharges, soit pire dans les champs. Et on imagine que c'est biodégradable, mais en fait, ce n'est pas biodégradable. Et on sait très bien que tous les déchets organiques posent des problèmes de méthanisation importants. Et donc, l'idée de Nature Squared, c'est plus on enlève, en fait, plus on empêche les déchets d'arriver dans les décharges et qui sont traités avant, et bien, plus on peut avoir un impact sur l'environnement. Et aussi, en les achetant plutôt que de simplement les jeter, eh bien, on permet aux communautés locales de vivre et de se développer. OK. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec des noyaux de mangue, en fait, qui deviennent des matières et qui sont utilisés, voilà. Alors, je vais rapidement des Philippines à Milan, puisqu'on revient en Europe. Hélène Enyang est devenue la directrice de l'innovation de Nature Squared. Et là, c'est la coquille d'œuf. En fait, l'idée, c'est de partir du carbonate de calcium, qui en fait compose beaucoup de ces matériaux et 5% de l'écorce terrestre, et de se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. En plus, l'idée est aussi pédagogique, parce que finalement, la coquille d'œuf, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on a tous dans nos cuisines, et qui quand même pose des problèmes environnementaux, on n'imagine pas, mais c'est des centaines de millions, c'est des centaines de milliers de tonnes chaque année en Europe qui sont mis dans les décharges. Là aussi, production de méthane. Donc là, on a créé en fait des séries de matériaux qui sont à base d'œufs et qui sont avec de l'œuf qui va être rôti, cuit à différentes températures pour donner différentes couleurs et différentes textures avec différentes fragmentations. Et l'idée ensuite... je vais peut-être laisser parler Hélène, mais l'idée ensuite, c'était d'amener de la couleur, et on a utilisé là... On vous écoute, voilà. en regardant le film. On a utilisé de la garance, de la chlorophylle et de l'indigo pour teinter en fait ces matériaux.
Et l'idée était là aussi de voir comment est-ce que le carbonate de calcium réagit avec des pigments naturels, parce qu'on sait que c'est souvent difficile. Ce qui est important à dire, c'est qu'ici, on est vraiment dans des produits qui vont atteindre le marché, qu'on n'est pas juste à l'état de prototype, et qu'en fait, toute la recherche et développement qui est faite ici, elle est faite pour que demain, ces matériaux soient sur nos murs. Et ils sont d'ailleurs sur les murs, enfin, beaucoup de ces matériaux sont déjà sur des murs, sur des plafonds, sur des sols, sur des bateaux, dans des avions. On travaille sur toutes ces questions. Bien sûr, tout en évitant quand même, en pensant bas carbone et tous les autres indicateurs comme faire attention quand on produit ces matériaux à l'énergie qu'on consomme, à l'eau qu'on consomme, etc. Mais je pense que ce qui est vraiment important ici, donc rapidement, derrière moi, vous pouvez voir comment est-ce que ces briques sont faites. Donc il y a une intervention humaine extrêmement importante. Parce que pour nous, quand on crée ces matériaux, il y a effectivement des matériaux naturels, mais il y a aussi l'humain. Le vivant, c'est à la fois la nature et ce sont les hommes qui sont à l'intérieur. Et c'est aussi un mix entre des choses qui sont extrêmement simples et à la fois des choses qui sont extrêmement technologiques. Alors, peut-être pas vraiment low-tech, parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie derrière, mais comment la nature est aussi ingénie beaucoup de choses. Voilà, donc cette collection carrelée du nom du carbonate de calcium a été présentée à Milan et vous voyez, on peut en faire tout un tas d'éléments. Voilà, une même énergie qui est mise au service de la biomimicrie, du biomimétisme, de la bioinspiration et du biosourcing, une approche fluide et ouverte. Et je pense que l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble et des deux côtés du monde. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclairages très complémentaires parce qu'on voit qu'on est sur des propriétés mécaniques, mais on est aussi sur des matériaux qui doivent évoluer, qui doivent bouger, qui doivent s'adapter. Il y a une dimension artistique et culturelle aussi qui vient se mêler avec, à tout ça. Donc c'est formidable, les matériaux sont géniaux dans le vivant et on doit avoir nous aussi du génie pour s'en inspirer, les exploiter du mieux possible. Merci beaucoup, je suis désolé, on est terriblement en retard, donc on vous fait un tonnerre d'applaudissements. Je m'excuse pour... bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, et pendant qu'on vient changer les... Oui, si vous êtes curieux, vous pouvez venir voir les matériaux. Absolument, tout le monde reste là toute la journée, donc on continue à discuter avec vous. D'où vient ton accent, Mariana? Parce que j'ai fait une blague. Mexique, voilà, merci. Et on va partir dans l'espace. Alors moi, je vais partir courir, pas dans l'espace, mais dans un autre espace pour la finale du BIM Challenge. Mais je vais vous laisser en bonne compagnie avec Laura Magro du CEBIOS qui va animer la séquence suivante sur l'espace, où vous allez voir des projets de recherche du CNES, étonnants et très intéressants, et un magnifique projet qui s'appelle l'Interstellar Lab. Je passe le relais à Laura Magro et moi je file dans la plénière Louis Armand pour la finale du BIM Challenge. Mais je vous laisse en très bonne compagnie. Merci beaucoup, désolé pour le retard. Et on termine avec une expérience tout à l'heure. Tout le monde sera là pour le Overview Effect. Une expérience où justement on va essayer de faire ce qu'on n'a pas fait là, c'est-à-dire ne pas courir après le temps, mais prendre le temps de la respiration. Allez, je file quand même là-dessus. Merci Laura. Merci à plus tard. beaucoup Alain. Bonjour à tous.